Alors, je vois qu'on a quasiment retrouvé tout le monde, hein, toutes les personnes qui s'étaient connectées tout à l'heure à 9 heures. Donc, je vous remercie d'avoir repris à 9h20 malgré le petit problème technique. On s'excuse encore une fois. Donc, je suis Andrea Perrier, directrice du Centre Ressources Autisme Limousin. Ce matin, vous allez assister à un webinaire présenté par Andy Consult, donc sur le thème des troubles du comportement et de la recherche et des recherches somatiques, pardon. Donc, ça sera le docteur Bayeux qui vont présenter ce webinaire, médecin responsable d'Andy Consult, et Elodie Shep, infirmière diplômée d'État à Andy Consult. Donc, vous pouvez poser des questions-réponses au cours de ce webinaire avec l'onglet Q et R. Donc, je vous remercie de ne pas trop utiliser le fil de discussion pour poser les questions-réponses. Si vous mettez tout dans l'onglet Q et R, ça facilite pour moi le suivi des questions. Et donc, vous pourrez, au terme du webinaire, répondre à une enquête de satisfaction et également commenter sur des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés lors de la prochaine session de webinaire qui aura lieu en fin d'année et qui sera proposée également avec d'autres partenaires. Voilà, donc écoutez, je vais laisser le docteur Bayeux et Elodie Shep présenter donc leur intervention. Juste, je leur avais coupé le son pour éviter des interférences, donc je vais leur proposer de réactiver leur micro pour pouvoir débuter le webinaire. Donc, a priori, le micro est réactivé. Vous êtes d'accord? Bon. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis le docteur Patricia Bayeux, médecin responsable d'Andy Consult et… Donc, Elodie Shep, infirmière à Andy Consult aussi. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de gymnastique webinaire, donc nous vous prions de nous excuser déjà de ce problème technique et ensuite des difficultés pour nous. On va peut-être bafouiller un peu, on n'est pas pro là-dessus. Donc, le sujet du jour et ce qu'on pensait vous exposer, c'était de faire un parallèle entre les troubles du comportement qui peuvent exprimer des douleurs et nous, ce que l'on peut faire et proposer dans les recherches somatiques. Ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il faut prendre en considération le corps et les symptômes somatiques quand on voit apparaître des troubles du comportement. On va pouvoir changer le diapo. Donc déjà, peut-être une définition de ce qu'est un trouble du comportement, une tentative de définition d'un trouble du comportement, de ce qu'on appelle aussi comportement problème ou comportement défi. Il peut y avoir une définition pour chaque mot, mais globalement, c'est un nouveau comportement ou l'exacerbation d'un comportement déjà existant. Là où ça pose problème, c'est que ça peut rendre l'intégration sociale difficile, empêcher les apprentissages par cette monopolisation sur ce problème, constituer un danger pour soi ou pour les autres, selon l'expression du problème ou du comportement défi et qui généralement aura tendance à s'aggraver dans le temps et en intensité, ce qui va poser problème pour le patient. On peut changer la diapo. Donc, quand il y a comportement défi, la première chose auquel on pense, c'est toujours est-ce qu'il y a une douleur ou des douleurs. Je le mets en majuscule parce que c'est là-dessus qu'on fait le plus de recherches. La perception de la douleur chez nos patients est perturbée. Il y aura une présentation demain plus précise sur les différentes formes de douleur et sur la représentation de la douleur. Aujourd'hui, on va s'attacher surtout aux somatiques et à l'examen clinique. Donc voilà, la perception de la douleur est perturbée et peut prendre des présentations atypiques qui peuvent être résumées, toujours garder en tête ce mot acte, certes avec une faute d'orthographe, mais qui du coup nous permet de se rappeler que toute forme d'agressivité différente de d'habitude, toute forme d'automutilation, toute forme de cri sans problème particulier identifié, toute forme de trouble du sommeil ou d'explosion violente inexpliquée peut faire craindre une ou des douleurs. Donc, garder ça en tête, ces modifications sur l'agressivité, sur les automutilations, sur les cris sans problème particulier, les troubles du sommeil et les explosions violentes sans explication dans l'environnement peuvent être signes de douleur. Le docteur Jia Saravan, que beaucoup de monde connaît, nous a toujours dit et transmis qu'il fallait porter son attention et croire en la plainte douloureuse. Regarder, observer, examiner nos patients. Tenir compte des difficultés et de l'impossibilité de communication verbale. Et c'est du coup s'aider de l'entourage familial pour essayer de repérer les petits signes qui peuvent nous aider.
toujours tenir compte du langage corporel, des expressions indirectes, tenir compte du comportement. C'est les choses sur lesquelles il faut s'appuyer en permanence dans notre exercice de la médecine. L'entourage familial est vraiment primordial pour nous, hein, parce que du coup, c'est eux qui connaissent au mieux l'usager dans ses habitudes. On sait que pour ces personnes, la communication non verbale est importante à prendre en compte. Et c'est vrai que nous, on est souvent démunis face à ça, parce que du coup, quand on ne connaît pas l'usager dans son quotidien, l'entourage, qu'il soit éducatif ou familial, ou institutionnel, est pour nous très important, parce que c'est grâce à ces personnes-là qu'on va pouvoir prendre en accompagnement ces personnes plus facilement en e-consulte. Ce sont des petits signes et des petits repérages que nous, on ne peut pas avoir sur un temps de consultation, qui seront repérés par les familles et les encadrants. J'ai voulu aussi citer le docteur Alain Ibanez, qui est un médecin de masse en région parisienne, qui parle de la médecine des 6 sens. Donc, le palper, l'ausculter, l'observer, le sentir. Bon, il parle du goûter aussi, ça je suis moins sûre, mais bon, je garde ces mots. Et accueillir et percevoir. C'est en ça que l'on peut justement accueillir la personne et percevoir ces petits signes. Et nos patients sont généralement compliqués à examiner et difficultés de réalisation des examens complémentaires à n'importe quel niveau, que ce soit les mammographies, les coloscopies, les scanners, les IRM. Donc voilà, il faut se dire que l'abord somatique est compliqué et que les examens sont parfois compliqués, certes, mais ça n'empêche pas qu'il faut tenter les choses. J'ai voulu citer aussi le docteur Raphaël Curti, qui est un psychiatre dans la région PACA, qui, à force de travailler dans le milieu de l'autisme, a réussi à établir une liste des causes potentielles de troubles du comportement ou de comportement défi. Et c'est pareil, j'aime m'appuyer dessus parce qu'il mettra en premier les causes somatiques à rechercher et à éliminer avant d'envisager des causes psychiques ou liées à la sexualité ou liées à l'environnement, ou liées au relationnel ou aux compétences. Quand il y a un souci, quand il y a un comportement, problème ou défi, toujours éliminer un problème somatique en premier avant d'envisager et de ne pas exclure les autres possibilités, mais c'est vrai qu'il faut être sûr que le somatique fonctionne correctement. La diapo suivante montre la photo de HandiConsult. Nous tâchons d'être un centre d'accès aux soins somatiques pour personnes en situation de handicap mental et autisme du Limousin, c'est-à-dire que nous proposons une consultation de médecine générale, consultation bilan, consultation blanche, différentes sortes de consultations, et c'est là que nous essayons d'exercer pour aider les personnes et aborder l'examen clinique. Parce que s'il y a douleur, s'il y a suspicion de douleur, il faut qu'on essaye de trouver où et comment. Donc, après, j'ai prévu des diapos qui nous servent, enfin, qui sont ce que nous, on a à l'esprit quand on examine quelqu'un des pieds à la tête, parce qu'il faut essayer de rechercher de façon indirecte par l'examen, par l'observation, parce que ce n'est pas forcément le patient qui va nous l'exprimer, les différentes sources de douleur. C'est un peu didactique, mon bonhomme n'est pas beau, je sais, mais au moins, voilà, on peut commencer par le haut, finir par plus bas. Au niveau neurologique, au niveau crâne, on pense toujours épilepsie. Une épilepsie est fréquente chez nos patients. Les troubles du neurodéveloppement sont souvent accompagnés de comorbidités, notamment d'épilepsie. Il y a des formes très visibles et des formes beaucoup moins visibles, ce qui fait que c'est compliqué parfois à mettre en évidence. Et on sait que l'épilepsie, la crise n'est pas facile, n'est pas agréable, mais c'est le post-crise, la phase post-critique est douloureuse. Donc, ce sont des gens qui peuvent être mal avant, pendant ou après une crise. On peut penser aux céphalées, maux de tête, les migraines, beaucoup plus importantes, beaucoup plus prégnantes. À ce niveau-là, j'ai mis aussi la régression cognitive, c'est-à-dire quand les personnes commencent en vieillissant à perdre des fonctions supérieures, c'est pas facile à vivre, c'est pas facile à exprimer.
Les choses que j'ai notées en marron sont plus liées aux conséquences des traitements. Nos patients sont souvent médiqués, parfois surmédiqués, et l'association de plusieurs médicaments peuvent entraîner des troubles de la conscience, des phases de sédation, de somnolence dans la journée, des phases de désorientation, avec un E, c'est mieux qu'un I, pardon, et des phénomènes d'hypotension orthostatique. La désorientation, elle peut être dans le temps, elle peut être dans l'espace, ce n'est pas une sensation très agréable, ça perturbe. L'hypotension orthostatique, c'est le fait d'avoir une tension qui chute quand on se lève. Donc, quand on est allongé, assis et qu'on se met debout et que la tête se met à tourner, ce n'est pas une sensation très agréable et ça peut entraîner un problème de comportement. Si l'on descend doucement vers les yeux, vers la partie ophtalmo, la vision n'est pas toujours explorée, ce n'est pas agréable, ce n'est pas facile de vivre quand on ne voit pas son environnement, quand on appréhende mal les gens qui nous arrivent dessus, quand on a des flashs lumineux, comme ça peut être le cas dans une cataracte, quand on voit beaucoup moins bien à la tombée de la nuit. C'est des phases qui peuvent être compliquées et qui peuvent entraîner aussi des troubles du comportement. Des chutes même. Des chutes aussi, bien sûr. Le fait de ne pas appréhender, par exemple, le sol, ne serait-ce qu'un seuil de porte. Des fois, au niveau de la vision, quand il y a des troubles au niveau de celle-ci, du coup, il peut y avoir effectivement des réticences à passer un seuil de porte, mais en fait, tout simplement parce que la personne ne visualise pas le changement en fait, de sol, tout simplement. On peut retrouver les mêmes phénomènes dans les marches, dans les escaliers, parce que quand on n'a pas une vision en 3 dimensions ou une vision perturbée, on ne voit pas les marches. Certaines irrégularités sur le sol à l'extérieur, quand la vision se dégrade, on ne voit pas les cailloux. Donc, une chute, ça donne plus envie de sortir dehors. Certaines irrégularités dans le sol ou des teintes particulières sur certains carrelages peuvent donner l'impression que c'est un trou. Donc, personne n'a envie d'aller dans un trou, envie de marcher dans un trou. Donc, il y a un refus du pas, un refus du passage, un refus d'aller dans certains endroits à cause de ce genre de problème de vision. C'est compliqué à savoir, c'est compliqué à explorer, mais il faut en tenir compte. Les troubles de l'accommodation, pareil, peuvent être perturbés par certains traitements à visée psychiatrique, et ça veut dire qu'on n'arrive pas à adapter la vision quand on est de près, de loin. Ceux qui commencent à souffrir de presbytie savent à peu près ce que c'est. Quand on ne peut pas passer d'une vision de près à de loin rapidement et qu'il y a cette phase de flou, c'est pas très agréable, c'est pas facile à exprimer. Si on descend petit à petit sur la respiration, sur la partie pulmonaire, l'auscultation pulmonaire peut rapporter des problèmes de ventilation. S'il y a des scolioses, s'il y a des déformations associées, la respiration ne peut ne pas être correcte. L'autisme n'empêche pas les phénomènes d'asthme qui peuvent être associés. L'impression de manque d'air n'est pas agréable et n'est pas toujours accompagnée du sifflement typique. Donc, l'impression de manquer d'air, on peut avoir tendance à aller vers les gens, à s'agripper aux gens parce qu'on n'arrive pas à respirer correctement. On peut avoir très envie de sortir dehors pour respirer correctement, pour avoir de l'air plus frais. Donc, quand les maisons sont closes ou les fenêtres sont closes, ça peut être aussi source de troubles du comportement. Là, j'ai mis aussi respiration jour-nuit parce qu'on passe souvent à côté de syndrome d'apnée du sommeil et des gens qui ne dorment pas correctement la nuit vont avoir tendance à être très somnolents la journée, donc non disponibles pour les activités de la journée. Et parfois, les nuits sont compliquées, saccadées, voire agitées. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très confortable quand on a des problèmes d'apnée du sommeil. Il peut y avoir des conséquences sur l'attention, sur plein d'autres choses. Donc, ça fait partie des choses à explorer. En descendant, j'ai montré le cœur parce qu'il peut y avoir des soucis d'hypertension, des problèmes de douleur cardiaque, des problèmes d'arythmie. Ça, si on ne les recherche pas, on ne les trouve pas parce que ce n'est pas facile à exprimer quand on a un problème d'arythmie. Ça peut être des conséquences aussi de certains traitements, de certains médicaments. En descendant petit à petit sur l'estomac,
ou sur l'œsophage, le tractus digestif, on peut arriver sur des inflammations, les œsophagites, les gastrites, les hernies hiatales, le reflux. Tout ça est source de douleurs, de brûlures, de remontées acides. Ça peut être des phénomènes de douleur au niveau de la gorge, quand le reflux remonte jusqu'à la gorge. Ça peut être des gens qui ne veulent plus manger parce que ça fait mal à chaque fois qu'on mange, ou qui se mettent à manger beaucoup plus parce que la nourriture peut soulager certaines formes de douleur, certaines nourritures peuvent soulager, donc se remplissent pour essayer de calmer cette douleur. C'est peut-être des gens qui se frappent, qui se tapent au niveau du thorax, au niveau de l'épigastre, du haut du ventre, pour montrer que c'est là qu'ils ont mal. Ce n'est pas uniquement des stéréotypies ou des gestes qui peuvent paraître d'automutilation, ça peut aussi montrer l'endroit où la personne a mal. Voilà, une hernie hiatale, des symptômes indirects, ce sont des maux, ce sont des vomissements tardifs, ce sont des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça fait mal, c'est pas agréable. Une vraie hernie hiatale, la personne peut ne plus vouloir s'allonger, peut ne plus vouloir se coucher parce que la position est encore plus désagréable. C'est peut-être des personnes qui ont du mal à respirer la nuit aussi parce que la hernie hiatale est trop importante. Donc c'est tout plein de choses qui peuvent gêner. En descendant, en continuant sur le tube digestif, on arrive sur les intestins et là c'est le gros de notre travail parce que énormément de nos patients sont constipés. L'hypothèse actuelle, c'est que dans le trouble du neurodéveloppement, les intestins se forment et se fabriquent à la même époque que le cerveau, au niveau du développement fœtal. Donc, on peut imaginer que s'il y a des troubles de formation au niveau du cerveau, il peut y avoir aussi quelques troubles au niveau du tractus digestif. Et du coup, on sait que nos patients sont plus facilement constipés. La constipation, si vous avez déjà eu, vous vous rappelez sûrement que ça ballonne, ça fait mal, ça fait des douleurs qui fluctuent, qui sont au niveau du ventre, qu'on peut ressentir dans le dos, qu'on peut ressentir dans le bassin, dans le sacrum. Ce sont des choses qui peuvent être très, très gênantes au niveau douleur et qui peuvent, si on n'y fait pas attention, évoluer vers un syndrome occlusif, où là, on arrive à quelque chose de chirurgical. Donc, c'est un petit peu embêtant pour parler d'euphémisme. Les médicaments accentuent le ralentissement du transit, la plupart des médicaments. Donc, on a plusieurs phénomènes qui entraînent des constipations qui peuvent être anciennes, opiniâtres, chroniques. Et de ce fait, nos patients s'habituent à vivre dans cet état, mais ça ne veut pas dire qu'ils en sont heureux. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours faire attention au transit, qu'il soit le plus régulier possible, de consistance, alors je suis désolée, c'est le petit matin, mais de consistance normale au niveau des selles. S'inquiéter quand les selles sont trop liquides, puisque là, on pourra parler de fausses diarrhées. C'est généralement des côlons qui sont encombrés de selles dures et le côlon produit du liquide pour essayer de chasser ce qui le gêne. Donc, se méfier de ces changements de selles qui passent de constipation à diarrhée, à selles liquides, ce sont de fausses diarrhées. Bon, il faut surveiller un peu tout ça. Les ballonnements, donc c'est pareil, hein, les gaz coincés, comme on dit, c'est pas très agréable. On peut retrouver de l'air coincé dans des côlons jusque sous les côtes. Cette sensation de gaz coincé est fortement désagréable et peut faire mal. Les signes indirects chez nos patients, ce sont souvent des patients qui vont se toucher le ventre, qui ne vont pas supporter les habits sur le ventre, qui vont se déshabiller parce que tout appui, toute gêne au niveau du ventre perturbe. Donc, toujours y penser. C'est aussi des patients qui vont préférer la position assise à la position couchée parce que tout simplement, les selles, une fois couchées, remontent. Hein, et donc, du coup, comme disait le Dr Bayeux, appuie sur tout le thorax. Donc, du coup, si c'est trop important, le thorax, du coup, une fois couché, du coup, ça remonte en fait les selles et ça peut du coup un petit peu toucher à tout ce qui est l'appareil respiratoire. Donc, ça peut être des personnes qui dorment mal la nuit parce que la position couchée est pour eux du coup très douloureuse et anxiogène, hein, parce que du coup, ça peut entraîner des problèmes du coup respiratoires, enfin, du moins une gêne. Donc, du coup, en fait, c'est ne serait-ce qu'une constipation, comme ça, on se dit
c'est anodin, mais pas du tout, parce que du coup, en fait, ça a vraiment une répercussion sur plein d'appareils, comme la respiration une fois allongée. Souvent, on s'aperçoit souvent voilà, qu'il peut y avoir une problématique avec le coucher et une position de demi-assise, des fois, les soulage, ce qui montre en fait un réel problème au niveau abdominal. Donc, ça peut être des patients qui ne veulent plus accéder au lit, qui vont choisir le fauteuil ou qui vont se relever 10 fois dans la nuit pour aller s'asseoir. Il faut garder ça en mémoire. Et c'est vrai qu'il faut aussi que les veilleurs de nuit en institution fassent des transmissions. Les familles s'en rendent compte puisque se réveillent, mais les institutions, c'est rarement les veilleurs de nuit qui nous amènent les patients. Donc, c'est vrai que ça fait partie des petites choses qu'il faut nous transmettre et ça nous aide. J'ai noté colique néphrétique aussi parce que ça arrive forcément chez nos patients et ce n'est pas toujours facile à mettre en évidence parce que ce sont des douleurs très violentes mais qui peuvent être fugaces et pas rester dans la durée. Dans la population générale, tout le monde, on a des coliques néphrétiques et c'est assez rare de les diagnostiquer chez nos patients. Il n'y a pas de raison qu'ils en fassent moins, mais c'est compliqué à diagnostiquer parce que c'est compliqué de dire qu'on a une douleur dans le dos qui va descendre vers les organes génitaux, d'avoir des troubles urinaires. Donc, ce n'est pas facile à exprimer, pas facile à diagnostiquer. Quand on descend, si on reste sur l'appareil urinaire, toutes les infections urinaires, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, ça fait mal et il faut y penser. Les dysuries, les rétentions aiguës d'urine sont souvent des conséquences des traitements. Donc, c'est pareil, une rétention d'urine, qu'elle soit aiguë ou plus ou moins chronique, c'est une vessie qui se remplit beaucoup et qui ne se vide pas. Vous imaginez bien quand vous avez très, très envie d'aller faire pipi et que vous n'avez pas la possibilité parce que vous êtes sur l'autoroute ou n'importe quoi, ça fait mal, vous êtes mal. Ça peut être la même chose chez nos patients. Et en plus, ça peut être dû aux médicaments. Donc, c'est vrai qu'il faut y penser à explorer un peu ces vessies, voir le volume de ces vessies, voir comment nos patients arrivent à uriner. On sait aussi que la constipation bloque une vessie. Un côlon qui est trop rempli de sel, la vessie n'arrivera pas à se vider. Donc, c'est un cercle vicieux qui ne peut qu'entraîner des douleurs. Si la personne est trop constipée, elle n'arrive pas à uriner. Si elle n'arrive pas à uriner, tout se bloque au niveau du petit bassin. Donc, c'est loin d'être agréable. Si on s'intéresse à l'appareil génital féminin de ce côté-là, il faut toujours garder en mémoire qu'il y a des règles, que les règles peuvent être douloureuses. Le SPM, c'est le syndrome prémenstruel. Les quelques jours avant les règles ne sont pas toujours faciles. Il peut y avoir des pesanteurs pelviennes, il peut y avoir des fluctuations thymiques qui font que ce n'est pas une période facile chez certaines femmes. Il faut garder en mémoire aussi des possibilités d'endométriose. Donc, c'est surtout le côté hyperalgique au niveau principalement abdominal, des phases de douleur très importantes au moment des règles. Les fibromes existent. Et j'ai voulu aussi noter les abus parce qu'on sait que nos patientes, quand on cherche et quand on regarde les statistiques, sont malheureusement abusées au niveau sexuel. Donc, c'est vrai que ça entraîne forcément des douleurs locales, mais il y a aussi tout un vécu particulier par rapport à la sphère génitale et on ne peut pas mettre un mouchoir dessus, ne pas y penser. On essaye aussi d'y penser, de garder ça en mémoire parce que ça fait partie des choses à explorer et voir ce qu'on peut faire après. Voilà. Ensuite, j'ai noté les pieds, tout ce qui était pieds abîmés, douloureux, callosité, l'état des ongles, les verrues, les points d'appui, les pieds secs, les crevasses. Quand vous avez mal aux pieds, vous êtes mal parce que nous sommes bipèdes et on est en permanence sur nos pieds. Et quand quelque chose qui paraît anodin sur quelqu'un peut prendre des proportions très importantes sur quelqu'un qui n'arrive pas à l'exprimer ou qui ne ressent pas de la même façon. Donc, toujours explorer les pieds, les ongles. Parfois, une simple verrue sur un point d'appui peut être très douloureuse et entraîner de ce fait des troubles du comportement. Ce sont des problèmes à explorer
et à résoudre parce que tout ça, toutes ces douleurs peuvent entraîner des comportements explosifs, peuvent entraîner des phénomènes d'hétéroagressivité qui sont compliqués à gérer. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette diapo. Si on en change, j'ai d'autres choses à suggérer au niveau potentialité de douleur et de problèmes somatiques. Je reviens vers la tête, vers le haut. Un de nos gros soucis chez nos patients, c'est la bouche, parce que dans la bouche, il y a des dents, que le brossage des dents n'est pas toujours évident, que l'absorption de sucre, enfin tous les facteurs délétères pour les dents, voilà, ça existe. Donc, les caries, les poussées dentaires, les aftes font mal, les parodontites font mal. La salive, je l'ai mis aussi à cause des conséquences des médicaments. Il peut y avoir des sécheresses buccales, donc ce n'est pas des sensations très agréables. Et ça participe de l'accentuation des problèmes de gencives, des problèmes de parodontite. ATM, c'est articulation temporomandibulaire, donc c'est l'articulation des mâchoires. C'est une articulation qui peut faire mal, qui peut faire souffrir. C'est surtout chez des gens qui vont avoir tendance à serrer les dents ou présenter ces phénomènes de bruxisme, c'est le fait de se frotter les dents. Vous imaginez bien que les patients qui se frottent les dents à longueur de journée ou à longueur de nuit exercent sur cette articulation une surutilisation et des phénomènes de tendinite, comme on peut voir ça sur toute articulation. Il faut s'imaginer que ça peut faire mal. Une articulation temporomandibulaire qui fait mal, ça peut irradier vers le bas de la mâchoire, ça peut irradier vers l'oreille, vers la tête. Donc, quand on a mal à ce niveau-là, on peut se taper, on peut se faire très mal, s'abîmer. C'est pas quelque chose de facile. J'ai noté dents de sagesse aussi, parce que même si les êtres humains, petit à petit, en ont de moins en moins, il en reste encore. Et par principe, une dent de sagesse, c'est assez rare que ça pousse dans le bon sens. Donc, il faut savoir, au moment de l'adolescence ou du jeune adulte, si les dents de sagesse sont présentes et dans quel sens elles poussent, si elles ont la place de pousser. Donc, parfois, un panoramique dentaire peut être intéressant et expliquer certaines saut d'humeur, on va dire, du fait de douleurs qui peuvent apparaître au moment des poussées dentaires. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Si on reste sur les oreilles, sur la sphère ORL, les otites, qu'elles soient internes, qu'elles soient externes, qu'elles soient aiguës, qu'elles soient chroniques, qu'elles soient séreuses, tout ça, c'est des phénomènes qui font mal. Donc, essayer au maximum de regarder les oreilles. Les bouchons de cérumen, les corps étrangers aussi, au niveau du conduit auditif externe, sont assez fréquents. Ce n'est pas toujours évident d'extraire des bouchons de cérumen. Il faut que la personne se laisse faire. Il faut, pour éviter qu'ils se forment, que la personne accepte d'avoir de l'eau dans les oreilles, de l'eau chaude et qu'on puisse essuyer le bord de l'oreille. Ce n'est pas évident. Et puis, avec le vieillissement des personnes, il y a des phénomènes de surdité qui apparaissent. Quand on a entendu et qu'on commence à moins bien entendre, qu'on ne supporte plus les bruits dès qu'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, ce n'est pas forcément agréable. Donc, on peut s'extraire du groupe, se mettre en retrait parce que une conversation devient insupportable au niveau de l'oreille. C'est pas facile. On ne comprend pas pourquoi, pas subitement, c'est souvent progressif, mais que la personne ne veuille plus être avec ses pairs, ne veuille plus être dans le groupe, peut-être parce qu'il y a des phénomènes de surdité. Voilà, c'est pareil, les nez bouchés, les sinusites, c'est pas très agréable. On respire par la bouche, on a les lèvres gercées, on a la bouche sèche, parce qu'on respire que par la bouche, tu fais du nez bouché. Une sinusite, qu'elle soit frontale, maxillaire, ça fait mal aussi. Donc, il faut y penser. En plus, on sait la difficulté en fait pour les personnes du coup autistes, la difficulté en fait pour se moucher. Donc souvent, c'est des personnes qui ont le nez continuellement plein. Donc du coup, en fait, souvent, ça va être un trio. Souvent, voilà, quelqu'un qui ne se mouche pas, ça finit souvent en sinusite, en otite. Il peut y avoir des problèmes de dents associés. Enfin voilà, on sait la complexité qu'il y a avec le mouchage de nez. Des fois, le mouche bébé peut des fois
être pallié à ça, mais on sait voilà, la complexité qu'il y a par rapport à ce mouchage qui est très important et difficile à faire. Tant qu'on était sur la bouche, j'ai oublié de parler effectivement des sécheresses buccales ou au contraire des phénomènes d'hypersialorée quand on a beaucoup de salive et qu'on bave, et de la modification de l'état des gencives qui peuvent être dues aux médicaments. Donc, il faut y penser, il faut toujours mettre dans la balance l'intérêt du traitement et les effets secondaires qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est toujours complexe et les effets secondaires sont parfois compliqués à gérer aussi. Dans la bouche, j'ai noté la mastication, ainsi que tout ce qui est phénomène de déglutition, de capacité à faire avancer le bol alimentaire dans la bouche et les fausses routes. Tout ça se retrouve chez nos patients qui peuvent avoir des soucis de sensorialité au niveau de l'oralité. Donc, les différentes textures alimentaires et différentes couleurs alimentaires sont complexes à gérer. Après la mastication, c'est tout l'appareil masticatoire, que ce soit la position de la langue, de la bouche, des mâchoires, des dents, tout ça entre en compte. Et dans tout ce qui est déglutition, motricité buccale, les médicaments aussi peuvent modifier ces capacités à avaler correctement, à faire ou pas des fausses routes. Donc, c'est vrai que ces patients qui ont avalé de travers, entre guillemets, peuvent ne plus avoir envie de manger ou se restreindre ou avoir des soucis alimentaires plus tard. Après, la mastication on peut être aussi en lien avec, par exemple, une carie ou un problème dentaire. En fait, il y a un cercle vicieux qui peut être rapidement être fait. Hein. Un problème à une dent, ça majeure du coup une mastication et une déglutition compliquée qui va entraîner une fausse route. Enfin, voilà, souvent, il faut faire un refus de manger. Des fois, peut être un point d'appel pour différents problèmes au niveau de la sphère ORL et masticatoire aussi. Donc, je pense qu'on a pas mal parlé du haut. On va continuer à descendre sur ce corps. J'ai noté scoliose, lumbago. Il n'y a pas de raison que nos patients n'aient pas des scolioses comme les autres, n'aient pas des lumbagos, des lombalgies, des sciatiques comme les autres. Et c'est des sensations et des douleurs qui ne sont pas forcément évidentes à exprimer et à expliquer. Donc, c'est vrai que ça fait mal aussi. La scoliose, on peut aussi la mettre en lien avec des problèmes ou les malformations au niveau des pieds, hein, par exemple. Des fois, les personnes qui ont les pieds plats peuvent aussi avoir des douleurs au niveau du dos. Donc, du coup, l'importance de prendre en considération cela, par exemple avec des semelles, qui va modifier tout ce qui est au niveau du dos, la démarche. Donc, du coup, on peut effectivement aussi mettre en lien les problèmes de dos et, par exemple, un mauvais état au niveau des pieds, des chaussures qui peuvent être douloureuses parce que il y a des points d'appui. Voilà, donc bien penser à bien chausser les personnes pour limiter tout ce qui peut être maux au niveau du dos. Et donc, ça fait le lien avec des mauvaises positions qui peuvent entraîner des contractures musculaires, des raideurs, pareil, des tendinites ou des déformations articulaires ou osseuses. Quand certaines personnes ont des stéréotypies ou des gestes très, très répétitifs pendant des heures et des heures sur la journée, l'articulation qui supporte ce mouvement va s'user bien plus précocement, des phénomènes d'arthrose. Et puis, penser aux tendons, aux tendinites. Quand le traitement du tendinite, c'est d'arrêter le mouvement. Ce n'est pas forcément évident chez nos patients d'arrêter un mouvement qui est fait pour X raisons. Et donc, on entretient le phénomène inflammatoire et on entretient la douleur. Donc là, on est sur des phénomènes de douleur chronique qui sont parfois effectivement compliqués à gérer, mais savoir que la personne a mal. Donc voilà, j'ai commencé à parler de l'arthrose. D'autres choses auxquelles on ne pense pas
facilement, mais qui est présent aussi chez nos patients, c'est l'ostéoporose. Donc, une fragilisation de l'os, qui peuvent aller jusqu'aux fractures. On pense aussi, je pense, j'ai noté aussi tout ce qui était goutte ou arthrite, microcristalline ou autre, des articulations qui se mettent à chauffer, à gonfler, ça fait mal. Et puis on a parlé des chutes à différentes occasions, ça j'aurais presque pu le mettre à peu près partout, parce que la chute ou accidentelle, la chute liée au problème de traitement, la chute et toutes les conséquences qui en découlent, eh bien, ça fait partie des soucis à surveiller. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'avais mis le sommeil, on en a parlé un peu déjà, mais la qualité du sommeil, la qualité de la respiration du sommeil pendant le sommeil, c'est un gage de bonne journée aussi. Et alors le reste, ce que j'ai noté, c'est soit les conséquences des médicaments, soit des choses aussi à surveiller chez nos patients. Les dyskinésies, les mouvements anormaux, le syndrome extra-pyramidal avec des tremblements et des rigidités, ça peut être lié au traitement, à trop ou pas assez de traitements, ou la multiplication des traitements avec leurs effets croisés peuvent entraîner ce genre de choses. Ce n'est pas que à cause du trouble de neurodéveloppement. Il faut aussi surveiller un petit peu les traitements pour savoir s'ils sont toujours nécessaires, toujours utiles, toujours adaptés, toujours au bon dosage, et y réfléchir régulièrement pour savoir si l'indication du départ est toujours la même, et s'il n'y a pas eu un millefeuille thérapeutique parce qu'il y a eu plusieurs intervenants, plusieurs médecins, et que chacun a rajouté son traitement sans penser à réévaluer le précédent. Donc, ça fait partie des signes indirects qui montrent qu'il y a peut-être un petit peu trop de traitement. Et puis après, nos patients, dans leurs habitudes de sédentarité ou habitudes alimentaires, peuvent aussi développer des syndromes métaboliques, prendre du poids, développer des diabètes, des hypercholestérolémies. Donc, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut regarder, qu'il faut surveiller. Ce n'est pas en soi des causes de douleur au trouble du comportement, mais c'est vrai que c'est des facteurs délétères et des facteurs de risque dans l'avancée en âge et dans le vieillissement. Donc, c'est aussi des choses que la médecine générale et la médecine somatique doivent prendre en compte. L'hyperprolactinémie est souvent un signe, une conséquence de certains traitements, donc il faut aussi y penser quand on fait des prises de sang. Et la dysthyroïdie, les thyroïdes, alors c'est vrai que nous on est en Limousin et qu'avec notre sol granitique, on sait qu'on a beaucoup de problèmes de thyroïde, donc on y pense beaucoup. La thyroïde est une glande qui régule beaucoup de choses dans l'usine que peut être le corps. Donc, il y a aussi des choses à chercher. Ce n'est pas des douleurs directes, mais c'est toute la régulation de l'usine corporelle qui entre en jeu avec la thyroïde. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu habitué à regarder comment elle fonctionne, et ça, c'est par prise de sang qu'on le voit. Je ne suis pas sûre que mon tableau, que mes deux petits bonhommes soient très exhaustifs, mais j'ai essayé de lister tout ce qui était potentielle douleur et potentiels problèmes chez nos patients qui peuvent entraîner des troubles du comportement. Je vais demander à Madame Perrier de changer de diapo, puisque là, on a essayé de noter, nous, ce qu'on avait trouvé sur HandiConsult Limousin au cours de nos consultations. On essaye de faire un peu de statistiques. Et sur l'année 2018-2019, entre notre ouverture et sur un an, on s'est aperçu que c'était les problèmes digestifs qui étaient les plus prégnants chez nos patients. Donc, on le voit grâce aux examens cliniques, grâce aux ASP, c'est abdomen sans préparation, c'est la radio du ventre. On fait des recherches d'Helicobacter pylori, qui est une bactérie qui peut causer des ulcères, des gastrites. Et voilà, donc, et ce qu'on en retrouve le plus régulièrement, ce sont des phénomènes de constipation. Moi, je voudrais quand même revenir sur ce que le docteur Bayeux a dit tout à l'heure, les fausses diarrhées. Voilà, donc là, on repart un petit peu de tout ce qui est constipation, donc je voudrais refaire un petit rappel. On a énormément de personnes, en fait, qui disent non, mon enfant, le jeune adulte n'est pas constipé, il va aux toilettes, il fait des selles molles, mais voilà, on peut donner...
on donne des fois un spectacle quand voilà, il y a des diarrhées trop importantes ou c'est trop compliqué. Et en fait, on s'aperçoit que les personnes sont à la limite de l'occlusion. Donc, en fait, vraiment être très, très vigilant par rapport aux fausses diarrhées. Qui dit fausse diarrhée ne dit pas forcément que la personne va à la selle et qu'il faut donner un spectacle. Bien au contraire, hein, ça, comme disait le docteur Bayeux par rapport au phénomène d'une fausse diarrhée, il faut quand même être alerté s'il y a une diarrhée. Il faut voilà, penser que potentiellement, il peut y avoir une constipation derrière. Voilà. Parce que souvent, en fait, il y a vraiment une non-connaissance en fait, par rapport à la diarrhée, ce qui est totalement normal, hein, attention. Et voilà, je tiens quand même à bien préciser que qui dit diarrhée ne dit pas forcément que la personne n'est pas constipée, bien au contraire. Donc voilà, c'est un signe d'alerte qui peut être importante et entraîner derrière des conséquences graves. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve ensuite? C'est l'état dentaire de nos patients. C'est la partie stomato. Les caries, les gingivites, le tartre, les poussées dentaires, la mauvaise hygiène bucco-dentaire, c'est très présent. Au niveau ORL, on trouve énormément de bouchons. Et quand on enlève certains bouchons, on a de magnifiques, entre guillemets, otites derrière. Des rhinites, des phénomènes de rhinite chronique, comme vous a dit ma collègue, quand le nez est bouché en permanence pour raison X ou Y, parce qu'il n'y a pas de mouchage, parce que la muqueuse, enfin voilà, pour différentes raisons. Sinusite, otite, écoulement dans la gorge, enfin c'est vrai, c'est des soucis réguliers. Après, je crois que mes collègues jeudi, reviendront un petit peu sur tout ça, sur les douleurs au niveau ORL. Tout ce qui, voilà, quand on explore au niveau ostéo-articulaire, via les radios, via nos consultations avec les médecins physiques de réadaptation, on peut être amené à se prescrire des antalgiques ou à procéder à certaines formes de rééducation pour soulager nos patients. L'exploration, enfin l'examen clinique de la peau, nous permet de repérer des choses et qui peuvent être agaçantes chez nos patients, hein, les phénomènes d'eczéma, de peau atopique. On repère des mycoses, on repère des corps, enfin toutes des lésions au niveau des pieds qui font mal. Je voulais revenir sur le sujet d'avant au niveau ostéo-articulaire. Il faut aussi penser que les personnes, par exemple, qui sont en fauteuil, où il y a une limitation au niveau des déplacements, tout ce qui va être douleur lombaire, douleur articulaire, il faut se dire que c'est d'autant plus majoré par le fait d'être en position assise à longueur de temps. Donc du coup, voilà, il faut d'autant plus être vigilant au niveau de tout ce qui est ostéo-articulaire sur les personnes qui sont en fauteuil. Après, on repère des soucis gynéco, des soucis urologiques, comme je vous avais dit, les douleurs de règles, les soucis de contraception, les infections urinaires. Et au niveau neurologique, tout ce qui est phénomène épileptique, de crise plus ou moins visible, plus ou moins facile à diagnostiquer, plus ou moins facile à prendre en charge. Et c'est vrai que ça fait partie des soucis de nos patients. Ça, c'était sur notre première année d'exercice. La diapo suivante, notre deuxième année d'exercice, on retrouve à peu près les mêmes choses et dans le même ordre. C'est-à-dire que c'est toujours les causes abdominales, gastro-abdominales qui arrivent en premier, les causes dentaires en deuxième, les causes ORL en troisième. Enfin bon, on retrouve exactement les mêmes schémas, comme quoi il n'y a pas de mystère. Les sources douloureuses sont toujours à peu près, enfin les sources de problèmes somatiques et les sources douloureuses sont toujours à peu près les mêmes. Je n'ai pas les dernières statistiques de la dernière année, mais bon, je pense qu'on va arriver à peu près au même constat. Je veux bien que vous passiez à la diapositive. Merci. Donc, en résumé, on vous a parlé pendant très longtemps de tous les problèmes somatiques et de ce qu'il fallait éliminer avant de réinscrire le patient dans sa globalité, parce que bien que nous voyions le côté somatique, la personne n'est pas juste un corps, et ça nous permet d'évoluer vers la conclusion et l'ouverture vers le dossier suivant, parce que c'est vrai qu'il faut aussi réinscrire la personne dans sa globalité, comme j'ai dit, et rechercher aussi
Quand il y a des troubles du comportement, voilà, les causes psychiques, tout ce qui peut être lié à l'affectivité et la relation avec ses pairs, aux causes environnementales, à la dynamique interrelationnelle qui peut se faire dans un groupe famille ou un groupe en institution. Et tout ce qui est gêne et problèmes liés aux compétences et aux capacités de communication, puisque c'est souvent un souci chez nos patients. La dernière diapo que j'ai mise, je ne l'ai pas créée, je l'ai piquée au docteur Vincent Guinchat qui s'occupait de l'ESIDATU, l'unité d'hospitalisation à Paris des cas les plus complexes et les plus ardus dans l'autisme. Et c'est vrai que ce schéma remet tout en perspective, parce que quand quelqu'un ne va pas bien, quand il présente des troubles du comportement, alors lui, il les voit au paroxysme, ils ont ça en tête. La possibilité de décompensation psychiatrique, les troubles organiques, toute l'organisation psychosociale, l'accompagnement au quotidien, et la personne au milieu, il faut la voir dans son entièreté, que ce soit, alors dans le jaune, c'est communication en fait qui a écrit, tout l'état, toute la sensorialité de la personne, tout son côté cognitif, sa capacité de régulation émotionnelle, les stéréotypies, les rituels, son niveau d'activité dans sa vie, les phénomènes d'évitement que servent parfois un comportement de problème, et les interactions sociales. Ce petit schéma, mine de rien, permet de réfléchir et de repenser à tout. Le somatique, effectivement, existe. Il faut l'explorer et rechercher des causes organiques, mais il y a tout le reste. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ma collègue a peut-être quelque chose à rajouter. Non, voilà. Juste, effectivement, le somatique est toujours à penser en premier avant tout, parce que on sait que derrière, il y aura une cascade au niveau de tout ce qui va être apprentissage au niveau éducatif, parce que quelqu'un qui souffre ne sera pas ouvert à être dans l'apprentissage de tout ce qui va être éducatif et tout ce qui va être sollicitation de la part des collègues. Donc voilà, c'est vraiment primordial et à prendre en compte en priorité. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on a eu beaucoup de questions au cours de votre présentation, donc avec des demandes sur, si on reprend par le début, donc au fur et à mesure que vous avez développé, vous aviez parlé aussi donc des douleurs dans les bucco-dentaires. Oui. Donc, on a une personne qui nous pose la question de ces douleurs qui sont liées notamment aux dents de sagesse et dans la gestion de ces douleurs en fait par l'équipe d'Handiconsult. Alors, les deux médecins qui interviennent sont des médecins généralistes. Nous ne sommes pas dentistes ni stomatos. On a la possibilité, nous, de faire des panoramiques dentaires, ce qui nous permet de voir s'il y a ou pas dents de sagesse et à peu près dans quelle position elles sont. On a l'intervention d'un stomato sur Esquirol qui est là 2 après-midi par semaine. Donc, il nous fait des états des lieux, des diagnostics. Et après, ça dépend de l'accessibilité de la personne et de l'appareil bucco-dentaire pour aller vers les soins. S'il y a besoin de soins, ça ne se passera pas ici parce que il fera des bilans. Mais après, ça va dépendre si ça peut. On a quelques adresses de dentistes de ville, ou alors après, c'est le service de stomato du CHU. On est vraiment en grande difficulté et vraiment frustré, on va dire. Je parle à mon nom, au niveau de tout ce qui est effectivement spécialiste au niveau du coup dentaire, parce que du coup, il y a très peu de personnes qui utilisent par exemple le Méopa, qui permet une sédation consciente. Donc du coup, en fait, on sait la difficulté des parents, des collègues qui sont en institut pour prendre en charge au niveau dentaire. On essaie de faire remonter et de trouver le maximum de partenaires pour vous faire des propositions. Mais souvent, malheureusement, quand c'est vraiment trop important et qu'il y a vraiment trop de troubles, souvent, malheureusement, on va sur l'anesthésie générale et effectivement, les délais sont très longs. Et malheureusement, c'est du ressort après
des CHU, donc soit de Limoges, voilà, Vienne, de Limoges soit pour la des Haute autres, Vienne. pour les autres départements, si c'est vraiment Corrèze ou Creuse. Alors, pour Guéret, pour la Creuse, c'est bien, c'est plutôt développé. Le docteur Sarah Cassapian est sensibilisé au handicap, au vieillissement, ce qui fait que le système marche pas mal. La Corrèze, eh ben, c'est devenu un peu plus compliqué parce qu'il y a des retraités maintenant qui, du coup, ont arrêté leur activité. Donc, il y a pas mal de Corréziens, ils sont amenés à descendre sur Cahors parce que Cahors a réfléchi au système et l'hôpital de Cahors propose des consultations un petit peu adaptées. Si on va vers la Dordogne, c'est en train de se développer puisqu'il y a pareil, une dentiste est sensibilisée et se réfléchit à sa façon d'exercer. Donc, elle est en train de réfléchir à ça et de voir comment elle va pouvoir s'articuler et développer ce secteur. Et après, bien sûr, Châtellerault. Et notre collègue de Châtellerault qui elle, a un plateau dentaire très, très intéressant avec des systèmes d'anesthésie très, très intéressants. Donc, c'est vrai que là, il y a beaucoup de gens qui vont vers Châtellerault. Voilà, il y a sur le plateau aussi bucco-dentaire de Clermont-Ferrand, puisque eux, ils ont une fac dentaire à Clermont-Ferrand. Donc, là où il y a des facs dentaires, il y a quand même beaucoup plus de facilité de soins dentaires, donc Clermont-Ferrand et Bordeaux. Mais c'est vrai que voilà, dans le secteur, c'est très dur. compliqué. C'est dur. Alors voilà, on essaie de toujours se mettre à jour, on va dire, sur les personnes formées et sensibilisées au handicap afin d'orienter au mieux les personnes qui nous appellent et qui sont démunies face à cette situation. Mais malheureusement, c'est quand même assez bouché au niveau de cette spécialité. Merci beaucoup. On a une question en lien sur les mesures préventives qui pourraient être mises en place pour anticiper les problèmes bucco-dentaires. Le lavage de dents, le lavage de dents régulier, c'est-à-dire appréhender une brosse à dents qui rentre dans la bouche. Donc, on sait que c'est compliqué, mais c'est un apprentissage et c'est un apprentissage qui se fait dès le plus jeune âge. Voilà, c'est limiter les boissons sucrées, limiter c'est comme pour tout le monde, hein, limiter le contact entre le sucre et les dents. Il n'y a pas de gros changements par rapport à la population dite générale, et habituer l'enfant dès son plus jeune âge au cabinet dentaire. Parce qu'un cabinet dentaire, c'est plein d'odeurs, c'est plein de lumière, c'est plein d'objets qui font du bruit, c'est plein d'objets qu'on essaye de vous rentrer dans la bouche. Donc, plus on est habitué tôt et plus c'est banalisé tôt, plus le schéma d'apprentissage est ouvert et plus on le garde en grandissant. Après, je sais qu'il y a au niveau tout ce qui est technologie, je sais qu'il y a des timers avec par exemple des images, voilà, des dessins animés. Je sais que voilà, il y a pas mal d'applications. Alors, je ne les connais pas, hein, je peux pas, mais je sais qu'il existe des choses au niveau des applications pour tout ce qui est effectivement durée du brossage. Il y a aussi des brosses à dents qui ont 3 facettes en fait, et qui peuvent du coup brosser les 3 faces de la dent. C'est en pharmacie, donc voilà, après avoir si ça peut des fois être utile qu'en un passage, en fait, on lave les 3 faces. Après, c'est sûr que le mieux, c'est le lavage des dents, comme pour toute personne adulte ou jeune. Donc, du coup, voilà, c'est... Et l'habituation aux soins, la banalisation des soins dentaires, enfin d'aller chez le dentiste et de connaître les instruments du dentiste. Alors, c'est pareil, hein, certains sont sensibilisés, ont des distracteurs, ont des détournements d'attention. Tant que j'y suis, Orléans aussi est très avancé au niveau prise en charge dentaire. Et puis voilà, savoir que quand même, il y a des dentistes qui réfléchissent à leur mode d'exercice et qui se servent d'hypnose et qui se servent de méopas et qui font des consultations aussi, on va dire blanches, hein, juste pour découvrir du matériel, découvrir comment est un dentiste, hein, maintenant le masque est banalisé via la crise sanitaire, mais voir quelqu'un avec un masque, quelqu'un avec des tenues, voilà, c'est vrai que ça se travaille très tôt, très tôt. Voilà. Mais bon, on sait la complexité et
on essaye de pallier tout ce qu'on peut, mais on sait que c'est difficile et assez bouché au niveau de la Haute-Vienne. Merci beaucoup. On a ensuite des questions sur les comorbidités, en fait, de savoir, par exemple, première question, est-ce qu'il y a une fragilité accrue des personnes autistes aux infections chroniques et aux effets secondaires des traitements antibio? Première question qui a été posée sur ce thème-là. Alors, un problème sur l'immunité en particulier, rien n'est particulier, enfin, je ne crois pas. Je ne suis pas infectiologue, mais je ne crois pas et je n'ai pas croisé ça dans mes formations. En revanche, les infections chroniques, elles se chronicisent parce qu'elles ne sont pas diagnostiquées. Si elles ne sont pas prises en charge, si elles ne sont pas vues, si on ne s'en aperçoit pas, si la personne n'est pas examinée, elle aura tendance à peut-être se soigner un peu, peut-être se soigner toute seule, mais souvent devient chronique parce que n'est pas soignée correctement, parce que manque de diagnostic ou parce que le traitement, c'est compliqué à prendre. C'est compliqué de prendre certains médicaments, certains antibiotiques. On commence, on ne finit pas. Parce que l'enfant, l'adulte n'en veut pas, le rejette, le crache. Donc, c'est vrai que c'est entre guillemets, la meilleure façon de chroniciser quelque chose ou de rendre résistant certaines bactéries parce qu'elles apprennent à se défendre. Un traitement est fait pour être donné un certain nombre de fois dans la journée et sur un certain nombre de jours. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué de le donner, on le sait, mais c'est comme ça qu'on peut chroniciser des infections. Et on sait la complexité aussi des formes, des médicaments, les comprimés. Ils sont gros, ils ne sont pas bons. C'est ça, il y en a qui se fondent, il y en a qui ne vont pas fondre, il y en a qui n'existent pas en sirop. Enfin voilà, on sait aussi qu'il y a tout le côté sensoriel au niveau bucco-dentaire, au niveau ORL. De l'enfant ou du jeune adulte. Voilà, mais un déficit immunitaire, j'ai pas de littérature là-dessus qui l'atteste. D'accord, merci beaucoup. Sur le lien aussi, on a une question sur les troubles alimentaires chroniques et leur lien éventuel avec l'hypersensibilité liée à l'autisme. Mais oui, je peux dire que oui. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas parti sur la sensorialité et ce genre de choses parce qu'on est resté sur le somatique pur. Mais oui, la sensorialité, les troubles sensoriels sur l'oralité peuvent entraîner des troubles alimentaires effectivement chroniques parce que on sait que certaines personnes vont avoir du mal à absorber certains aliments, certaines consistances, certaines chaleurs, certains goûts, parce que leur interprétation de ce qui passe par la bouche est compliquée à décrypter pour eux. Et oui. Donc, je ne peux dire que oui. Après, c'est vrai que ça n'a pas été l'objet de notre communication d'aujourd'hui. Il y a des livres, il y a des webinaires de personnes qui se sont intéressées à la sensorialité et aux troubles alimentaires, notamment Madame Antune. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses à gratter et à trouver pour des renseignements plus précis. Mais oui, c'est indéniable qu'il y a un rapport. Dernière question ensuite sur les liens entre TSA et autres comorbidités. On a la question sur le syndrome d'Ehlers-Danlos. Alors, effectivement, dans ce qu'on appelle les autismes syndromiques, après, il y a beaucoup d'autres syndromes qui s'accompagnent de troubles du spectre de l'autisme. Là, après, si vous voulez prendre s'il vous plaît, Madame Perrier, les coordonnées, je pourrais répondre peut-être directement, chercher des renseignements plus précis, parce que là, je ne vais pas répondre de suite comme ça par rapport à ce syndrome particulier. Si ça vous est possible, si la personne je peux envoyer un mail un peu plus tard, voire échanger directement avec cette personne. Oui, tout à fait, oui. J'ai la trace des questions, donc effectivement, je pourrais donner l'adresse mail, pas de souci. Voilà, on va peut-être rester plus général. Et je n'ai aucune idée du temps où on en est ou pas. Alors là, il est 10h21, donc on coupera à 10h30, 35, puisqu'on démarrait un petit peu en retard. Ok. Donc voilà. Ouais, allez-y. Si vous voulez garder les coordonnées de cette personne, je tâcherai de communiquer directement avec elle. Merci. Y a-t-il autre chose? Ça a coupé? Oui, pardon, excusez-moi, j'avais coupé le son.
On a une question sur le rejet du corps en lien avec les troubles somatiques. Donc, de personnes qui expriment, en fait, concernées elles-mêmes par le TSA et qui expriment un rejet de leur propre corps. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez constater, vous, au niveau d'Handiconsulte? Alors oui, c'est-à-dire, dans ce que j'entends dans rejet du corps, c'est le refus de s'occuper de son corps. Alors, la personne parle par exemple de troubles alimentaires qui sont apparus, que ça génère pour elle elle parle vraiment de rejet de son corps à plusieurs reprises. Donc, ça serait compliqué pour moi d'interpréter différemment. Et oui. Mais effectivement, voilà, elle demandait si ça pouvait être lié. En fait, tous les problèmes de constipation, de troubles alimentaires pouvaient entraîner ce rejet du corps. Alors, oui, parce que les sensations que renvoie le corps, la proprioceptivité, alors on revient sur la sensorialité, sur la perception qu'on peut avoir de son corps ou des sensations qu'envoie le corps sont compliquées à interpréter et compliquées à appréhender. Donc, oui, je pense que ça peut s'exprimer par un certain rejet du corps. Après, quand on parle troubles alimentaires, on pense aussi à troubles des conduites alimentaires, aux anorexies, ce genre de choses. C'est très compliqué, ça peut être intriqué, je reste persuadée que ça peut être intriqué, mais c'est très compliqué à diagnostiquer. Donc là, on est à la limite corps, prise en charge spécifique psychiatrique par rapport à l'anorexie. Ce sont des domaines qui évoluent, qui progressent, mais qui sont très complexes. Mais il est certain que les sensations et comment on va dire, oui, la sensorialité, les messages qu'envoie le corps peuvent être très perturbés et du coup forcément un rejet du corps, un rejet de ces sensations et que certains arriveront à exprimer par des mots et d'autres de façon beaucoup plus compliquée. Et quand il n'y a vraiment pas de communication, on va vers le trouble du comportement, vers l'agressivité, hétéro-agressivité ou auto-agressivité. Le rejet du corps est une forme d'auto-agressivité. Est-ce que c'était à peu près clair? Tout à fait. On a ensuite une question sur les problèmes somatiques et les abus sexuels. Donc, vous l'avez abordé, donc de savoir si le lien s'il y a vraiment un lien établi entre. Et c'est très compliqué à établir parce que c'est toujours pareil avec l'autisme et la largeur du spectre. Pour comprendre ce qui se passe et comment ça se passe, on va aller interroger ou explorer auprès des personnes qui sont communicantes, qui sont souvent des personnes de bon niveau, voire de très bon niveau. C'est grâce à elles qu'on apprend sur comment fonctionne l'autisme et comment fonctionne la personne autiste. Et on le reporte sur les personnes qui sont beaucoup moins communicantes ou plus déficitaires. Donc, c'est très difficile de faire des statistiques et de savoir exactement ce qu'il en est. Mais manifestement, les personnes verbales et qui parlent expriment qu'il y a beaucoup de soucis de ce côté-là. Donc, on suppose qu'effectivement, sur toute la largeur du spectre, il y a des abus. Il y a des abus sexuels, des abus, mais c'est pas évident. On se rend bien compte déjà que dans la population générale, la parole commence juste à se libérer. On s'aperçoit des dégâts et de l'importance qu'il peut y avoir dans la population dite générale. Donc, chez des personnes fragilisées, des personnes qui ne s'expriment pas ou peu, ou qui ont du mal dans leurs interactions avec les autres êtres humains, on peut largement projeter que c'est pire que dans la population, enfin pire, c'est encore plus important dans la population générale. Là, je n'ai pas de statistiques, je n'ai pas de chiffres, mais ça fait partie des choses qui s'explorent et qui se développent de plus en plus. Enfin, on sait que voilà, les personnes commencent à en parler beaucoup plus facilement. J'ai pas de statistiques et je peux pas dire. Et après, c'était la question des problèmes somatiques qui en découlaient. C'est pareil, c'est compliqué à
comment dire, à lister. On peut bien imaginer, enfin, comme pour toute personne qui a été abusée, toute la sphère orogénitale peut développer des symptômes et des expressions de symptômes très particuliers. Et avant de réussir à faire le lien, on peut mettre longtemps. Merci Voilà. beaucoup. C'est très précis, mais c'est vrai que je suis effarée et j'avoue que ça fait partie des choses qui m'intéressent, mais tellement effarée par l'ampleur du phénomène, on va dire, dans la population générale et partout, surtout chez nos patients, enfin chez les personnes fragiles, que j'en reste encore, enfin pas bouche bée, mais c'est vrai que ça me perturbe beaucoup pour l'instant. Voilà. C'est pareil, il y a des personnes, il y a des femmes dans les TSA, surtout de haut niveau, qui s'expriment, qui ont écrit des livres, qui font des conférences là-dessus. C'est poignant et il y a des choses à gratter, à chercher dans les écrits ou dans les YouTube. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à trouver pour répondre mieux à cette question. Merci beaucoup. Autre sujet, donc, sur la dépression, les phénomènes dépressifs. Est-ce que c'est quelque chose qui est constaté aussi plus fréquemment chez les publics TSA, notamment avec déficience? Alors, oui, il y a des comorbidités psychiatriques associées au TSA, que ce soit de haut niveau ou avec déficience. Le diagnostic est forcément plus compliqué plus on s'enfonce dans la déficience, puisque les signes sont encore plus compliqués à observer. Alors, je ne vais pas pouvoir être suffisamment précise parce que je reste médecin généraliste, même si effectivement, à force, entre guillemets, de fréquenter des psychiatres, je commence à acquérir des connaissances. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est souvent plus le psychiatre qui va se charger de ça. Mais oui, forcément, il y a aussi des syndromes dépressifs, des épisodes dépressifs ou des syndromes dépressifs associés au TSA, parce que c'est comme pour tout le monde, quoi, hein. Il y a des moments plus difficiles, plus complexes, quand il faut s'adapter en permanence. Il y a un épuisement physique et il y a un épuisement moral, et c'est comme ça que l'on peut aller vers la dépression, vers le syndrome dépressif. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va arriver vers la fin. Donc, j'ai gardé 2-3 questions là qui vont pouvoir être posées. Donc, la question suivante est celle d'un médecin qui se questionnait sur les pratiques par rapport à un suivi de personnes avec TSA. Donc là, en l'occurrence, elle parlait du retrait d'un bouchon de cérumen qui était compliqué puisque le patient donc était hypersensible, que le fait qu'il y ait le bruit, la douleur, etc., c'était compliqué. Donc, elle en appelait au conseil que vous pourriez avoir sur ce cas particulier. Peut-être que plus généralement, quelle proposition on peut faire à des médecins généralistes de ville donc, qui sont en difficulté par rapport à des suivis de patients. Alors, prendre le temps. Alors, c'est vrai que c'est parfois antinomique avec la médecine de ville, je sais bien. Prendre le temps, chez les personnes autistes, il faut essayer d'adapter son discours pour être le plus évident possible, sans implicite, sans second degré. Et après, chez les personnes qui vont être hypersensibles et compliquées à examiner, c'est un petit peu aussi pour ça que nos centres existent, parce qu'on a un recours homéopathe très facilement, le Calinox, l'Oxinox, le gaz hilarant, parce que ça permet à la personne de décrocher un peu, d'avoir une sédation. Et c'est vrai que du coup, c'est beaucoup plus facile dans ces cas-là d'enlever certains bouchons, parce que la personne, grâce au homéopath, se détend et plane un peu, et ça nous permet de faire des petits actes comme ça beaucoup moins gênants. Après, ne pas hésiter par rapport aux familles ou aux collègues qui s'occupent au quotidien dans les instituts, de ne pas hésiter à mettre un peu d'eau au moment de la douche au niveau de l'oreille, parce que déjà ça habitue la personne à avoir déjà de l'eau au niveau de la cavité ORL, parce que on sait que l'eau dans les oreilles n'est pas forcément agréable, hein. Voilà, parce que on sait que c'est compliqué. Au quotidien, donc déjà, lors d'une douche, des shampoings, commencer à mettre un peu la poire au niveau de l'oreille, la pomme de douche au niveau de l'oreille. Déjà, ça habitue la personne à avoir de l'eau au niveau de l'oreille, et ça facilite après
les professionnels de santé pour mettre la poire où il y a de l'eau effectivement dedans. Donc, il y a tout un travail d'habituation aussi qui peut être fait en amont pour tout ce qui est cette phase ORL qui est complexe. Parce que voilà, l'eau chaude va aider à fondre le cérumen. Ben, après, les produits qu'on connaît tous, hein, que ce soit le céruline, la cérumène, les bains d'oreille. Et après, nous ici, ben, ça va être généralement avec la poire et l'eau. Et c'est un moment où la personne doit être effectivement le plus immobile possible. Bon, sinon, on fait sauter de l'eau partout, ça on a l'habitude, c'est pas un souci, mais qu'elle soit le moins gênée possible par notre acte. Et voilà, le plus immobile possible. Et nous, c'est vrai qu'entre le papoose board et le méopa, en principe, on y arrive. En cabinet et de ville, on comprend bien, la difficulté en cabinet de ville, où il y a peu de temps déjà. On sait que le temps est beaucoup plus compté. Je n'ai pas de recette miracle pour mon collègue, mais c'est vrai que voilà, après, prendre en soin une personne autiste, c'est forcément du temps. Et se dire qu'elle élabore pas ses interactions avec l'autre humain comme on peut le faire et voilà, il faut réfléchir à sa façon d'être et à sa façon de communiquer pour entrer le plus facilement en contact avec cette personne. Merci beaucoup. Donc, dernière question donc, qui est en 2 temps. Donc, de savoir déjà si vous utilisez une grille de la douleur. Oui. Je laisse parler ma collègue. Donc, du coup, on utilise l'ESDA, en fait. Alors, en fait, au début, on l'utilisait en HandiConsult. En fait, l'ESDA, c'est une grille de la douleur une échelle de douleur qui a élaboré M. Jaya Saravan, qui a été validée maintenant, je pense, il y a presque 2 ans. Donc, du coup, au début, dans un premier temps, on utilisait l'ESDA à HandiConsult, sauf qu'en fait, on s'apercevait que nous, professionnels de santé, qui connaissions depuis 5 minutes le patient, en fait, c'était compliqué de la remplir parce que c'était plus une échelle de douleur du quotidien. Donc, du coup, on la fournit systématiquement dans le dossier pour que la personne qui accompagne le remplisse au préalable. Sinon, nous, à HandiConsult, on utilise plus l'Algo Plus, en fait, qui est du coup plus objectif sur la consultation. Donc, après, tout ce qui va être douleur, en fait, on a nos collègues qui vont faire aussi un petit webinaire, du coup, jeudi. Et du coup, elles vont être beaucoup plus sur la douleur et sur les échelles. Donc, du coup, on n'en a pas beaucoup parlé sur ce temps-là, mais je sais que mes collègues vont être en plus... on a une des médecins qui a un DU douleur. Donc, du coup, elle va être beaucoup plus à même de parler de on va dire, de ce gros dossier qui concerne la douleur. Des évaluations. Mais sinon, voilà. Les évaluations. Mais bien sûr qu'on en a. Et Algo Plus. Et si jamais si jamais des personnes qui ont besoin en fait de l'échelle, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on vous la transmettra avec grand plaisir. Voilà, ESDA, Algo Plus et l'ADN4 pour les douleurs neuropathiques est beaucoup plus complexe à utiliser, mais voilà, ce sont les échelles sur lesquelles on s'appuie. Merci beaucoup. Et juste donc en complément, la question portait aussi sur la grille que peuvent utiliser éventuellement les professionnels en institution, donc sur des enfants notamment qui sont pris en charge en institution. L'ESDA est vraiment, vraiment bien faite. En plus, on peut la coter. Elle est vraiment simple à utiliser. Le vocabulaire, enfin voilà, c'est simple. On précise bien aussi tout ce qui va être l'horaire. Comme ça, l'avantage, c'est qu'on peut, par exemple, cibler des troubles du comportement où on suspecte une douleur, par exemple, après un repas. Donc là, on peut faire un lien, par exemple, avec des problèmes au niveau, par exemple, de l'œsophage. Enfin, voilà, en fait, c'est vraiment très important, effectivement, de remplir les échelles parce qu'on peut voir des récurrences qui peuvent nous aider après nous pour des pistes au niveau somatique. Et alors, des échelles de la douleur, il en existe beaucoup. Nous, c'est vrai qu'on a choisi celle-ci parce que c'est une hétéro-évaluation et elle est simple, parce qu'il y en a aussi des beaucoup plus élaborées, beaucoup plus descriptives, qui sont intéressantes en institution quand le personnel en a pris possession et sait s'en servir, puisque certaines permettent, notamment les DAP ou la San Salvador, d'avoir un état basal, de savoir comment la personne est au quotidien et de repérer après quand il y a un changement de cet état basal.
mais c'est dur, c'est lourd, c'est beaucoup d'items à remplir. Si les institutions, si le personnel a été formé et en prend possession, c'est ça qui compte. Chaque institution peut prendre celle qu'elle veut. Il n'y en a pas une universelle. Ce qui est important, c'est d'en prendre possession, de s'en servir. Et c'est le principe d'une échelle, c'est qu'on compare des choses comparables parce qu'on se sert toujours de la même. Mais il faut quand même un minimum de formation. L'ESDA a l'avantage d'être simple, simplifié et facile, où d'autres seront beaucoup plus fines et beaucoup plus précises, mais beaucoup plus complexes à remplir. Et quand c'est complexe, eh bien, parfois on ne remplit plus. Et c'est ça qui est dommage. Voilà. Après, pour revenir effectivement à la Salvador, par exemple, la difficulté, en fait, parce que, bon, du coup, avant, je travaillais en masse, et en fait, la difficulté que j'avais, c'est comment je sais que c'est bien état basal, en fait. Parce que, du coup, ça se trouve que ce que je pense en état basal n'en est pas forcément un. Et du coup, en fait, il y avait vraiment cette complexité pardon, avec l'état basal, en fait. Quand les personnes sont vraiment déficientes au niveau... Enfin, la déficience intellectuelle est vraiment sévère. Et donc, pour faire la pub pour nos collègues de demain, c'est vrai qu'elles vont aborder beaucoup plus toutes ces grilles et toutes ces évaluations. Donc, peut-être se connecter demain. Jeudi. Eh bien, demain. Ah oui. Pardon. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, oui, il y a d'autres webinaires demain qui traiteront du sensoriel et du rapport à la douleur, donc sur la journée de demain. Et vendredi, donc journée mondiale de l'autisme, vous aurez les témoignages le matin et l'après-midi, l'intervention du docteur Lemoni sur les processus développementaux et l'autisme. Donc c'est encore possible de s'inscrire. Merci pour la pub. En plus, voilà, les échelles seront vraiment le maître mot voilà, c'est ça, elles sont, de nos collègues de demain. Elles ont vraiment bossé là-dessus. Merci beaucoup. Du coup, on va achever. Je vais vous laisser le mot de la fin et je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Merci à tous. Merci à tous. Désolée encore pour les problèmes techniques. Donc, qui seront, on va essayer de remédier à ce problème pour nos collègues de demain. Et voilà, c'est encore toutes nos excuses pour le retard et les problèmes de logistique. Merci de votre invitation et de nous avoir permis de participer. Et merci de vous être inscrits. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.